Bonjour, bonjour à tous. J'espère Salut, que vous allez bien. Bonjour Pierre, ravie de t'avoir ici. salut Heu, Constance. avant de commencer, est-ce que, dans le chat, vous pouvez nous dire si, tout est OK au niveau du son, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? N'hésitez pas à vous manifester. Bonjour Alice, Salut Alice. bonjour Ange. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Trop cool. Hello Thomas, tout est OK. Bah, super. Nickel, mais on va pouvoir commencer, pile à l'heure. Avant de laisser la parole à Pierre, je voulais, faire un petit rappel sur Freelance Care. Donc Freelance Care, c'est une communauté qui est dédiée au freelancing et au bien-être. Notre objectif, c'est d'aider les freelances à se sentir mieux dans leur vie d'indépendant. Donc, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui reçoivent déjà notre newsletter ou qui sont déjà dans le Slack et puis, bon, tous les mois, on organise, des événements de ce type, donc des webinaires en ligne avec nos supers invités. Pour le programme du jour, Pierre va nous partager ses meilleurs conseils pour se créer un quotidien d'entrepreneur qui permet de s'épanouir pleinement. Donc ça va être, pas mal de retours d'expérience, ça va être sympa. On parlera donc, de ses projets, comment il a réussi à atteindre, ce chiffre d'affaires, de personal branding, d'organisation, d'équilibre vie perso. Donc il y a pas mal de sujets. Hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Aujourd'hui, ça va vraiment être plus un échange. Il y a pas vraiment de présentation. L'idée, c'est d'échanger tous ensemble. Donc posez vos questions et puis, Pierre y répondra au fur et à mesure. Donc déjà, donc encore un grand merci à toi Pierre de venir pour, partager ton expérience. Avec Et, plaisir. puis, si vous vous posez la question, donc il y aura un replay qui sera disponible et envoyé à la fin du webinaire. Donc voilà, je vais laisser la parole à Pierre et bonjour à tous dans le chat. Bonjour à Nicolas, Sonia, Mathilde, Gaëtan, Iman. À toi, Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation Constance. Bonjour à tous. Du coup, pour vous donner peut-être un peu de contexte, moi je m'appelle Pierre Guilbeault. Je suis indépendant depuis à peu près 4 ans. Je me suis lancé à mon compte en septembre 2019. Je bossais chez Google dans l'équipe marketing et j'ai décidé de quitter mon job et me lancer tout simplement parce que je ne me projetais pas forcément dans le quotidien des personnes qui avaient peut-être 5 ou 10 ans de plus que moi à l'époque. J'avais besoin d'avoir un petit peu plus de sens dans mon quotidien aussi. Je pense que j'avais besoin d'être beaucoup plus dans des actions créatives et d'avoir de l'autonomie à me dire, OK, si j'ai une idée, j'ai envie de l'exécuter, je veux la tester tout de suite. C'est des choses où je me sentais un petit peu bloqué. Donc, je me suis lancé à ce moment-là. Donc, ça fait à peu près 4 ans. Mon activité a pas mal évolué depuis 4 ans et aujourd'hui, j'ai 3 activités, on va dire. J'ai une première qui est d'être freelance pour des entreprises à impact positif, donc je les accompagne dans leur stratégie de croissance. Aujourd'hui, je facture 1 000 € la journée hors taxe et j'accompagne généralement 1 client par semaine. Ça peut m'arriver des fois que ça soit 2, mais ça dépend de mon organisation. Donc 1 jour par semaine, et donc je les aide à mettre en place la strat marketing. Donc ça peut être des boîtes en B2B, B2C, que des boîtes à impact positif. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez. J'ai accompagné We Dress Fair cette année pendant 6 mois, le Drive to Nu pendant 5 mois. Là, en ce moment, j'accompagne Tizu et Good Steps, et c'est très cool, c'est des gens super sympas et des belles missions. À côté de ça, du coup, il y a à peu près 2 ans et demi, je suis passé du modèle freelance solo à m'associer avec une amie qui s'appelle Megan, qui est une amie d'école de commerce, avec qui on a cofondé Marketing Flow, qui est une communauté de marketeurs engagés. Donc, on rassemble des fondateurs d'entreprises à impact, des respo marketing d'entreprises à impact et des freelances en marketing qui accompagnent que des boîtes à impact. Et donc, c'est 3 profils qui partagent les mêmes valeurs et qui se lèvent chaque matin pour essayer d'accélérer la croissance des projets qui ont du sens. Et donc ça, je le passe 3 jours par semaine dessus. Donc c'est assez cool, ça a bien évolué au fur et à mesure. La première année, en 2021, on a fait 64 000 € de CA hors taxe. L'année dernière, on a fait 140 000 de CA hors taxe. Et là, on est en octobre et on va dépasser les 140 000. Enfin, on est pratiquement en novembre. Donc, ça veut dire que cette année,
on va faire un peu plus, donc c'est assez cool. Et puis, la troisième activité que j'ai lancée du coup, en août cette année, c'est ma newsletter perso. Donc, ça s'appelle Pierre Guilbeault sur Substack et c'est une newsletter dans laquelle, j'avais l'envie de partager mon parcours, sur les 4 dernières années et ce que j'apprends aussi, aujourd'hui. Ce parcours où, j'ai fait, je pense, énormément de choix très conscients pour, créer un quotidien qui me plaisait. C'était ça la base. Et donc un peu de façonner ma semaine, pour que ça soit, beaucoup d'épanouissement et pas, juste des choses imposées. Et donc je partage chaque vendredi à 11h, des étapes de ce parcours-là avec mes apprentissages, mes réflexions pour aider d'autres, indépendants freelance à peut-être, se poser les bonnes questions et faire des choix importants. Et donc là, je me retrouve dans ce petit webinar, un mardi midi et l'idée, c'est de pouvoir vous partager un petit peu, quelques apprentissages et quelques réflexions, avec beaucoup de transparence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais si je peux vous donner déjà, quelques éléments qui étaient très importants pour moi. Je pense que quand je me suis lancé au tout début, ma volonté principale, c'était d'être indépendant financièrement. Quand je dis indépendant, c'était juste d'avoir une activité d'indé qui me permette, sereinement de vivre, et de pouvoir développer mes projets perso, tout en ayant, du coup du sens, parce que j'ai commencé à accompagner des boîtes à impact dès le début. Mais il y avait vraiment ce délire de, bah, c'est cool de se lancer, mais en fait, si on peut pas faire bouillir la marmite, bah, ça va vite être galère. Donc, d'avoir un revenu qui arrive et qui permet d'avoir cette sérénité-là. Et puis, en fait, pendant le confinement, comme je pense beaucoup d'entre nous, ça même remet les pendules à l'heure. On a beaucoup de temps pour réfléchir. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal bouquiné, je suis tombé sur cette conférence de Simon Sinek, qui est le mec qui a créé, Start with Why. Vous savez, voilà, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, qui avait fait une nouvelle conférence qui s'appelait The Infinite Game et en fait, où il explique que en fait, il y a beaucoup trop de gens qui voient leur vie comme un jeu fini, alors que la vie est plutôt un jeu infini. C'est-à-dire qu'en fait, qui poursuivent un espèce d'objectif, genre, je sais pas, il faut atteindre genre 1 million et du coup, qui vont faire tout pour atteindre 1 million. Mais en fait, d'un coup, ils arrivent au million, mais en fait, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'en fait, c'est infini jusqu'à ce que bah, le jeu, il est fini au moment où malheureusement on décède, mais en fait, sinon, c'est un jeu infini. Et donc, en fait, plutôt que de se battre bêtement vers un objectif et de pas kiffer son quotidien, plutôt d'essayer d'être dans un jeu infini où on va essayer d'aligner des choses qui sont importantes pour nous pour que, en fait, on continue à jouer parce qu'en fait, on prend du plaisir dans le jeu plutôt que de jouer simplement pour atteindre l'objectif. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, bah, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi?» Et je pense que, si on enlève du coup, si on ne façonne pas sa vie par rapport à un objectif ambitieux et précis, on peut façonner sa vie par rapport à son quotidien. Et en fait, le quotidien, c'est, ce qu'on fait du matin au soir, tout simplement. Et ce qu'on fait, c'est, bah, en fait, j'habite où? Je me réveille où? À côté de qui? Hem, je fais quelle action? Je le fais pour qui? Je le fais avec qui? Et ça, c'est hyper important et je pense qu'on met pas assez l'emphase là-dessus. Donc, par exemple, c'est pour ça que moi j'accompagne que des boîtes à impact positif, puisque en fait, ça fait que 90 95 de mes interlocuteurs au quotidien, c'est des fondateurs, des respo marketing, des freelance marketing qui accompagnent que des boîtes à impact. Et pour vous donner un retour d'expérience, généralement, ils sont très sympas. Il y a cette espèce de truc où en fait, les gens sont très, très sympas, ce qui fait qu'en fait, j'ai très peu de gros cons dans mon quotidien. Et ça, c'est trop agréable, bah, parce qu'en fait, du coup, les interactions sont smooth, je parle avec des gens qui sont sympas, passionnés, bienveillants. Donc déjà, c'est très agréable. J'ai fait le choix après la première vague de covid de poser mes valises, à Biarritz, et de travailler en remote de là-bas pour pouvoir avoir dans mon quotidien, de la rando, du surf, des choses qui étaient très importantes pour moi et du coup, je m'en suis rapproché. Je me suis associé sur un projet du coup Marketing Flow avec une amie que j'apprécie énormément, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ce qui fait qu'en fait 3 jours par semaine quand j'interagis, bah, c'est pas juste quelqu'un qui est là en mode business opportunité, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et donc c'est cool de passer du temps avec elle. Donc vous voyez, c'est vraiment ces choix conscients-là qui font que du coup ça permet de, prendre du plaisir et de l'épanouissement au quotidien, plutôt que juste d'aller d'opportunité en opportunité. Puisqu'en fait, bah, pour faire ces choix-là, ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à dire non à plein de choses. Moi j'ai fait pas mal de projets,
j'ai créé pas mal de contenu sur le marketing, ce qui fait qu'en fait, j'avais de la visibilité et derrière, plein d'opportunités qui rentraient, des gens qui voulaient bosser avec moi, et cetera, et j'ai dû dire non à plein d'opportunités, aussi pour, en fait, me recentrer vers des choses qui étaient importantes pour moi. Donc c'est un truc contre-intuitif en entrepreneuriat, mais il y a un peu un délire de soit c'est vous qui décidez, soit les gens ils décident à votre place. Et en fait, je pense que c'est important de bien conscientiser tout ça et d'accepter qu'il y a des phases de transition. Il faut dire non à des choses pour pouvoir en fait après être beaucoup plus dans le oui, sur des choses qui nous tiennent, bien à cœur et qui nous font kiffer, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant et du coup, on n'a pas, c'est toujours difficile d'avoir ce choix-là, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de freelances aussi qui ont un peu cette pression de se dire, «Bah, si je dis non, j'ai pas de revenus» et selon toi, comment on peut avoir ce confort de pouvoir dire non? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est freelance pour avoir voilà, juste ce confort de pouvoir dire: «Ben, non, cette mission, je la sens pas, je la prends pas et je me Ouais. concentre sur quelque chose qui est plus aligné avec mes valeurs»? Je pense que quand tu es indépendant, c'est important d'avoir un matelas financier. Généralement, on peut dire que c'est, je sais pas, 3 fois ton revenu, moyen dont tu as besoin, et cetera. Moi, je sais pas, je le mets en mode 10 000 balles, tu vois? En gros, tu as 10 000 balles sur ton compte en banque. Tout dépend de où tu habites et combien ça te coûte, ton quotidien. Mais en fait, ce qui est important, c'est, je pense, d'avoir, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi avec Marketing Flow, d'avoir toujours 6 mois de trésorerie devant soi. Et en fait, quand tu as 6 mois de trésorerie, et ben, tu as le temps de voir venir et tu as le temps de faire des choix. Par exemple, sur la communauté Marketing Flow, pour nous rejoindre, il faut impérativement avoir l'impact positif au cœur de ton offre et de ta mission. Ce qui fait qu'avec Mégane, chaque semaine, on refuse des candidatures parce que l'impact positif n'est pas au cœur. Donc, on refuse des gens qui sont prêts à payer une adhésion à 1 200 euros. Donc, du chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est complètement contre-intuitif par rapport au fait de développer le chiffre d'affaires de sa boîte. Mais c'est pour ça qu'en fait, on se met des salaires qui sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'on se paye tous les deux 2 000 euros bruts. Donc, il y a 2 000 euros qui partent de la SAS chaque mois pour chacun d'entre nous pour nous payer. Et une fois qu'on enlève les charges sociales, les cotisations et l'impôt sur le revenu, moi, je touche 1 300 euros net sur mon compte en banque. Donc aujourd'hui, c'est un revenu qui est cool, mais ça ne me permet pas de vivre au quotidien à 100%, de pouvoir développer des projets perso. C'est pour ça que j'ai une semaine qui est hybride avec le freelancing, avec le sponsoring de la newsletter, etc. Mais du coup, si on ne se paye pas beaucoup plus et qu'on n'est pas plus gourmand en salaire, c'est parce qu'en fait, on veut avoir de la trésorerie parce qu'on veut ne jamais être, tu vois, devoir se dire: «Putain, là, c'est la merde, on n'a plus de thunes. OK, bah, vas-y, bon, l'impact positif, ça va, c'est pas non plus négatif, on laisse passer». Non, on veut être intransigeant et bien dans nos pompes et cohérent avec qui on est et ce qu'on veut faire. Et donc pour ça, en fait, bah, le nerf de la guerre, c'est, de ne pas avoir le couteau sous la gorge. Et donc, je pense que d'avoir 6 mois de trésor, c'est important. Ouais, bah, c'est hyper intéressant et puis, dans tous les cas aussi, ça permet de faire des choix qui sont pas, guidés par, une espèce de pression. Ça Ouais. permet aussi du coup, de trouver un petit peu quelle valeur donc toi, tu t'es concentré sur l'impact, positif, mais ça peut être aussi quand on a envie de se nicher sur un secteur ou un autre et on se dit: «On veut vraiment faire que ça» et donc on peut se permettre de dire non à d'autres secteurs. Et tout à l'heure, tu parlais que tu avais pas mal de demandes entrantes. Ça, c'est pas forcément non plus le cas de tous les freelances. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place, pour avoir justement, que ces demandes soient entrantes et qui te permettent aussi de faire le tri toi-même? Ouais. Bah, je pense qu'en fait, quand je me suis lancé, quand je me suis lancé, avant d'avoir l'expérience Google, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger et donc du coup, moi, j'avais zéro réseau. En France, l'écosystème entrepreneurial à l'époque, il y avait Station F qui venait de se lancer depuis 1 ou 2 ans, tu vois? Les startups, tout ça, et donc je me suis dit: «En fait, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je puisse créer de la confiance et de montrer, de pouvoir simplement prouver mon expertise». Et donc, j'ai commencé par créer un projet qui s'appelait les petits hacks marketing, qui est une newsletter gratuite, automatisée, dans laquelle, en fait, quand tu t'inscris, tu reçois un hack marketing chaque matin dans ta boîte mail, pendant, je sais pas, des mois, pendant 3 mois, ouais, je pense. Et du coup, en fait, ça, c'était simplement moi documenter mon expérience, des choses que je savais faire dans un format. Donc c'est des choses que j'avais testées auprès des startups que j'avais déjà accompagnées avant, des projets que j'avais montés. Donc c'était purement de la documentation de mon savoir dans un format qui était la newsletter. Je l'ai partagé, j'en ai fait la promotion avec des posts LinkedIn en l'envoyant à des incubateurs, et cetera.
Et en fait, ça m'a permis directement d'avoir je suis passé, je sais pas, à plusieurs centaines d'abonnés, le premier mois, puis 500, puis 1000, puis 2000, et cetera. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, peut-être 14 000 personnes qui l'ont suivi en 4 ans. Elle est toujours live. Il suffit de s'inscrire sur Marketing Flow, le site, on l'a toujours mis là. Et donc en fait, c'est un peu ce truc de dire, bah, OK, en fait, moi, j'ai toujours cet état d'esprit de dire, hem, c'est hyper important de toujours donner avant de vouloir recevoir. Et donc, en fait, évidemment que personne n'a confiance en moi si personne ne me connaît. Donc comment est-ce que je fais pour briser la glace, et créer ce niveau de crédibilité, de confiance le plus rapidement possible? Je pense qu'aujourd'hui, il y a rien de plus puissant que la création de contenu, la prise de parole, si on est freelance, sur LinkedIn, et le fait de prendre le temps de viser son cul devant son ordinateur et de créer du contenu qui apporte de la valeur. Et en fait, moi je pense que, le meilleur moyen d'être remarqué, c'est de créer quelque chose de remarquable. C'est pas d'aller contacter 20 000 personnes. Donc en fait, je pense que c'est important. Et du coup, j'ai commencé par faire ça. Et du coup, il y a des gens qui répondaient aux emails. Donc, il faut s'imaginer, hein, chaque matin à 8h30, quand tu t'inscris, tu reçois un email, ça t'apporte de la valeur. Et donc, de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait répondre et qui dit: «Salut Pierre, est-ce que tu es dispo pour une mission?» Et donc là, bah, ça m'arrivait, majoritairement souvent de, mettre en relation avec un pote, parce que j'avais pas forcément le temps. Et d'ailleurs, bah, du coup, de pouvoir, de temps en temps, après c'est un truc que j'ai mis en place au fur et à mesure, mais d'avoir une commission sur un apport d'affaires en mode, je sais pas, 10 du chiffre d'affaires généré par la mission, ce qui permettait d'augmenter les revenus, sans moi, pour le coup, là, augmenter ma charge de travail, vu que, les petits hacks marketing est une newsletter qui, bah, une fois que je l'ai terminée, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour la créer, bah, elle est totalement automatisée. Et du coup, tu vois, depuis 3 ans, elle me prend zéro temps, quoi. OK, c'est hyper intéressant. Mais on a une question de Ange qui est plutôt une question, logistique, qui demande le temps de réaction de la newsletter, dans la semaine. Donc je ne sais pas si, Ange, tu parles de la newsletter, des hacks marketing ou celle que tu as créée récemment, mais, hésite pas un peu à nous dire, bah, combien de temps ça t'a pris pour les hacks et aujourd'hui combien de temps tu passes pour ta news hebdo? OK. Bah, du coup, pour les hacks, pour, peut-être finir sur ce sujet, donc en tout, il y a 70 hacks marketing. Les 20 premiers, je les ai écrits dans un train, Nantes, Paris. Heu et en fait, moi, j'applique toujours la même méthode, c'est qu'en fait, à chaque fois, je ne crée pas du contenu de rien, d'une feuille blanche. Alors oui, bien sûr, j'ai une feuille blanche face à moi, mais à chaque fois, c'est de la documentation de choses que j'ai déjà fait, que j'ai déjà vécues. Du coup, la matière, elle est là, elle est existante. Il ne faut pas aller la chercher en allant, se documenter sur, des vidéos YouTube, des articles, et cetera. La matière, elle est dans mon cerveau. Et du coup, ce qu'il faut, c'est juste bien la structurer dans un format qui soit intéressant pour la personne, pour la consommer et qui apporte de la valeur. Donc, les 20 premiers, je les ai écrits en 2 heures. Et après, bah, c'était, je sais pas, je passais peut-être, une demi-journée, peut-être, par, semaine pour rédiger, 4-5 hacks après, parce que du coup, ça pouvait prendre un peu plus de temps après. Et ça a duré pendant plusieurs mois jusqu'à ce que j'ai terminé. Heu alors c'est 3 mois systématiques avec le même contenu. Alors pour les petits hacks marketing, du coup, c'est, de base, je l'avais créé sur un outil pour répondre aussi, à Thierry, qui s'appelait Sendinblue, qui s'appelle actuellement Brevo. Oui, c'est les petits hacks marketing, c'est une newsletter qui est totalement automatisée, donc c'est une boucle automatisée. Donc quand tu t'inscris, tu reçois l'email numéro 1, puis tu attends 24 heures, tu reçois l'email numéro 2 et c'est du lundi au vendredi. Donc après, ça check, OK, bah, on attend que le samedi, dimanche passe, puis après le lundi d'après, tu reçois l'autre, et cetera. Donc vu qu'il y en a 70, tu vois, ça veut dire qu'en gros, il y en a 20 qui sont envoyés par mois, et donc ça fait un petit peu plus de 3 mois et demi environ. Pour là, ma newsletter perso, du coup, la dernière que j'ai lancée, début septembre, c'est sur Substack, qui est un outil qui est top. Donc là, c'est pas du tout automatisé. Je rédige chaque semaine la newsletter. Ça me prend en moyenne, en tout, une demi-journée par semaine, que ça soit le moment où je vais commencer à rédiger un peu en mode brouillon, jusqu'au moment où je finis la mise en forme, j'affine, je corrige les fautes d'orthographe si j'arrive à toutes les capter. Je crée un petit visuel et je l'envoie, quoi. Donc et généralement, quand je dis une demi-journée, bah, du coup, ça va plus être je vais passer, je sais pas si une demi-journée, c'est à peu près 4 heures, par exemple. Je vais passer plutôt 2 fois 2 heures que 4 heures en tout, parce que je pense que c'est un peu contre-productif, des fois, de travailler trop longtemps. Et du coup, je vais faire une V1 pendant 2 heures, puis je vais repasser dessus pendant 2 heures et je vais l'affiner, par exemple. OK, ça marche, très clair. Merci, merci pour ces détails.
On a plusieurs questions de la part de Bruno. Alors, je pense qu'elles vont pas Ouais, s'afficher. Je vais pas les mettre sur l'écran parce que le message est un peu long. Donc, on va les prendre une à une. Donc, ouais. Bruno demande penses-tu que tu ferais la même chose si tu gagnais moins d'argent ou si tu n'avais pas autant de clients et de choix? En gros, aurais-tu dit la même chose il y a 5 ou 6 ans? Donc, peut-être aussi un peu des questions sur l'évolution parce que toi, tu es à un stade freelancing où tu as tous ces choix. Peut-être que quand tu te lances, tu as pas forcément ces mêmes réflexions. Donc, quel est un peu ton avis là-dessus? Alors, bah, comme je le disais, en fait, il suffit juste entre guillemets, c'est pas facile, pour tout le monde, mais en fait, si pour moi, si tu as 6 mois de trésorerie et donc en fait, si tu étais en CDI, bah, tu peux mettre de l'argent de côté, chaque mois pour que le moment où tu partes, tu les as et sachant qu'aussi, si tu étais employé, tu peux avoir 2 ans de chômage ou 1 an et demi maintenant, je sais plus exactement comment c'est. Mais du coup, ça fait que ça laisse quand même normalement bien le temps de mettre en place des choses, pour pouvoir faire ces moi, je pense qu'en fait, hem chaque fois où tu dis oui à une opportunité qui n'est pas, liée à ce que tu veux vraiment faire, et ben, en fait, c'est du temps de perdu parce que ce temps-là, tu pourrais le passer à créer du contenu, à créer de la valeur pour des boîtes avec qui tu veux vraiment bosser, à apporter de la valeur, donner des conseils, créer des relations et cetera et du coup, en fait, c'est juste trop dommage, et donc encore une fois, c'est hyper contre-intuitif, mais chaque mission qui ne te plaît pas, que tu passes dessus, c'est du temps de perdu pour se rapprocher de ce que tu veux. Mais d'abord, pour savoir ce que tu veux, il faut passer du temps à faire de l'introspection, à se poser les bonnes questions, pour être bien aligné avec ce que tu veux faire. Donc, moi, j'ai commencé, comme tout le monde, enfin, entre guillemets, comme tout employé qui se lance avec, du chômage au début et cetera, que d'ailleurs j'ai transformé, en ayant un capital de départ. Je pense que quand on a le chômage, on peut soit le toucher tous les mois. Moi, j'ai choisi de prendre, je ne sais plus, ça s'appelle l'ARCE ou l'ACRE, qui permet d'avoir 50% directement en 2 fois pour avoir un petit capital de départ et donc pour avoir cette trésorerie devant moi, pour accompagner, que des boîtes à impact. Donc j'espère que ça répond à la première question, Bruno. Sinon, n'hésite pas, hein, à creuser, dessus. Moi, avec plaisir pour échanger. Ça marche. Bah, merci Pierre et oui, Bruno, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, on va prendre la 2e. Donc le Bruno demande: «Que penses-tu des posts, enfin des gens qui postent sur LinkedIn et qui mettent en avant, j'ai fait autant en 15 minutes?» Donc un peu, je pense que c'est le peut-être ce que Bruno cherche à savoir, c'est quoi c'est quoi ce décalage entre, bon, faire autant de CA et la vraie réalité des freelances? Qu'est-ce que tu en penses toi? Donc, il rappelle aussi le webinar un peu dans la même trempe. Après, nous, l'idée, c'était de montrer aussi avec le webinar, bah, comment on peut développer son CA sans, travailler H24 et se bousiller la santé. Mais toi, un peu, quel est ton avis sur, ben, voilà, sur tout ce qu'on peut voir finalement sur LinkedIn, sur les gens qui mettent en avant des CA qui sont peut-être un peu, décorrélés de la réalité de la majorité des freelances? Bah, moi, je pense, Bruno, que ta question, elle est intéressante, la manière dont tu le penses, parce que moi, j'ai l'impression que je ressens une petite frustration de ta part. Et du coup, c'était peut-être là la bonne question. Moi, tu vois, genre, quand je dis que tu dis le titre de ce webinaire est dans la même trempe, tu as vu, j'ai partagé mes chiffres avec énormément de transparence. Moi, cette année, je vais faire 100 000 euros de CA avec ma micro-entreprise en 2 jours par semaine. Mon entreprise Marketing Flow, elle va faire, je pense, la SAS 140-150 000 de CA, donc on sera à plus de 200 000 à la fin de l'année. Et du coup, je t'ai expliqué comment je le fais et pourquoi je le fais. Donc, c'est pas une question de vouloir essayer de faire des choses plus tactiques ou clickbait, c'est juste la réalité. Je t'explique comment je le fais. Par contre, après, c'est intéressant effectivement de donner du détail et de la granularité. Est-ce que si je n'avais pas Marketing Flow, je ferais 100 000 euros de CA avec ma micro-entreprise à côté? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Marketing Flow, qui est aujourd'hui une communauté qui rassemble 300 membres, ça me permet de développer mon personal branding et d'accéder à une communauté de plein de boîtes qui ont potentiellement envie de travailler avec moi. Donc, c'est comme si c'était un énorme taf de création de contenu, de personal branding qui me permettait derrière, du coup, d'avoir zéro temps de négociation, zéro temps de prospection, où en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si je discute avec un entrepreneur qui a une boîte à impact, qui me connaît à travers Marketing Flow, etc., et que je dis, écoute, moi là, je pense que tu as cette problématique, je peux y répondre, voici mon tarif, est-ce que ça t'intéresse? Bah, généralement, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, ça fait 4 ans qu'elle suit mon contenu, elle voit ce que je fais, et cetera. Donc, quand je dis, tu vois, c'est pour mettre en opposition le côté 100 000 euros de CA avec ma micro-entreprise cette année en 2 jours par semaine. Bah, c'est en 2 jours, certes, dans l'exécution,
mais c'est les 5 jours qui me permettent de le faire. C'est grâce à la création de contenu, le développement de la communauté marketing flow, etc. C'est ça qui sert tout le truc. Donc, pour répondre à ta question, je ne suis pas un grand fan des trucs j'ai gagné tant en 15 minutes, etc. Mais par contre, en fait, si c'est vrai, il faut aussi être ouvert d'esprit à se dire qu'en fait, il y a peut-être des gens qui ont mis en place des choses qui fonctionnent très bien. Et du coup, avant de juger et de critiquer, c'est intéressant de comprendre, je pense, est-ce que c'est vrai, comment il fait, et plutôt être ouvert d'esprit. Parce que moi, personnellement, je suis toujours ouvert à comprendre comment les gens font, s'ils font mieux que moi. Et en fait, par exemple, mieux que moi, pour moi, ça ne veut pas dire quelqu'un qui fait 1 million ou 2 millions, parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais c'est plus quelqu'un qui a un bon équilibre, qui gagne bien sa vie au quotidien, qui s'éclate. Moi, c'est ça qui m'intéresse et je suis toujours méga ouvert d'esprit pour comprendre comment il fait parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Ouais, très, très clair, Pierre, merci. Et je pense que tu as un tout petit peu répondu en partie à la dernière question de Bruno qui demande: ne penses-tu pas que les sujets dont tu parles correspondent aux 10% des freelances qui sont plus expérimentés ou qui ont des expériences plus avec des grosses boîtes ou des grosses études avant de faire ça? Et je pense que tu as répondu en partie dans le sens où, bah, en fait, ce qui t'amène ce confort-là aussi, c'est tout le contenu que tu crées à côté. C'est pas forcément uniquement lié à tes expériences pro passées. Peut-être que Google, ça t'a permis aussi de mettre en avant ton expertise quand tu t'es lancé, mais aujourd'hui, je pense que c'est plutôt les contenus que tu produis, la valeur que tu apportes, que ce soit sur LinkedIn ou dans les newsletters. N'hésite pas aussi à détailler un petit peu Bien sûr, pour répondre. mais c'est évident, tu vois, que quand j'ai envoyé des messages à des incubateurs, quand je me suis lancé pour leur dire est-ce que vous avez besoin d'un coup de main en marketing à Nantes, et que j'ai mis dans l'email bah, écoutez, je viens de quitter Google, etc. Évidemment que ça, cette preuve sociale, ça ouvre des portes. Mais en même temps, cette preuve sociale, je suis allé la chercher avec les expériences que j'avais eues avant qui m'ont permis de rentrer dedans, etc. Donc en fait, c'est les effets cumulés des expériences que tu te crées et des opportunités que tu crées. Je pense que, évidemment, je suis totalement d'accord qu'il n'y a pas forcément d'égalité des chances aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tous essayer d'apporter de la valeur, de s'entraider. Tu vois, Bruno, si tu savais le temps que j'ai passé à aider des gens gratuitement, à filer des coups de main, à bosser des fois le week-end sur des projets perso, etc. C'est un truc de malade. Et moi, j'ai toujours ce truc-là en tête de dire, tu vois, quand il y a des gens qui disent en freelance, putain, j'ai pas de clients en ce moment, c'est chaud. Moi, ma première question à poser, c'est, OK, tu as aidé combien de personnes gratuitement la semaine dernière? Et en fait, si c'est pas au moins 3, mais en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, c'est important. En fait, aider les gens, on crée des relations, on file des coups de main, on se forme et on doit tous passer par là. Et moi, ça fait genre 10 ans que je file des coups de main. Et donc, en fait, c'est les effets cumulés d'aider les gens, tu vois. Et c'est ça, je pense, le bon état d'esprit. C'est je donne, je donne, je donne. Et en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? J'apprends plein de choses, mon réseau est développé et je peux en retirer derrière, tu vois, des bénéfices. Mais ça demande du temps, c'est sûr. Il n'y a rien qui se fait en 2 jours. Ouais, il y a vraiment cette notion de on est tous humains et on crée des relations avec les gens avant de faire une transaction et tout ça, ça prend du temps et tu parles d'effets cumulés et ça, c'est hyper intéressant de le voir. Ça veut dire qu'on peut commencer aussi, «tout petit» entre guillemets avec créer un post, par semaine et puis, continuer au fur et à mesure. Enfin, c'est quelque chose aussi qui doit se développer, sur la longueur. J'imagine que c'est pas du jour au lendemain qu'on a un énorme réseau, qu'on peut solliciter comme ça, mais c'est vraiment quelque chose, il faut le voir de manière très long terme, je pense. Carrément. Alors on a une autre question de Ange qui demande, pourquoi, tu ne mets pas le traditionnel ex, googleur sur ton profil, LinkedIn? Pourquoi aujourd'hui tu mets peut-être plus forcément en avant le fait que tu étais, employé chez Google? Parce que je ne ressens pas le besoin pour atteindre mes objectifs, tout simplement. Tu vois, aujourd'hui, dans mon titre, je mets les clients en freelance que j'accompagne parce que ça me fait trop kiffer de leur donner un tout petit peu plus de visibilité à mon échelle. Bah, ça montre, enfin, moi, je suis quelqu'un de très transparent dans ce que je fais et je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, tu vois. Et ça, je pense que c'est très important d'ailleurs quand on est freelance, parce que c'est la fiabilité souvent est quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui permet de développer son activité. Mais non, je ne ressens pas le besoin et c'est pas ce qui m'apporte aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui pour développer mon activité. OK, hyper clair. Merci, merci Pierre. On a une autre question, de Thomas qui demande: «Comment tu juges l'impact positif des entreprises ou entrepreneurs qui veulent, rejoindre la communauté marketing flow?» Est-ce que tu te Ouais. bases sur des labels? Alors non.
Pas trop, c'est assez subjectif honnêtement. En gros, quand tu candidates sur Marketing Flow, on te demande quelle est ton entreprise, quel est, son impact positif. Et du coup, nous, on va aller regarder manuellement avec Mégane, sur, la présence sur LinkedIn, sur le site internet, et cetera. Quelle est la mission? Quelle est la vision de la boîte? Quelle est la proposition de valeur? Et est-ce que l'impact positif est à l'intérieur? Donc, tu vois, on donne quelques mots clés, pour aider. Donc je sais pas, il y a, je sais pas, les gens qui vont bosser sur la biodiversité, du made in France, du bio, du recyclé, du bilan carbone, de l'inclusion, de la diversité, et cetera. Donc nous, on fait une première passe. Et si ça nous paraît évident, alors on envoie un email pour dire: «OK, bah, bienvenue dans la communauté, tu peux nous rejoindre». Si on doute, on ne sait pas ou on pense que non, alors on n'est pas des juges de l'impact, donc on envoie un email en expliquant notre démarche, en expliquant qu'on a fait des recherches et qu'on n'était pas sûr et qu'on demande à la personne si elle peut nous donner un petit peu plus d'éléments. Et en fait, là, généralement, il y a 2 cas de figure. Dans 50 des cas, on n'a pas de réponse, donc ça veut dire qu'en fait, on avait plutôt bon. Des fois, ça arrive que la personne nous envoie un méga pavé de genre 1 500 mots pour tout expliquer et là, on dit: «Mais évidemment que l'engagement est là», et du coup, bah, bienvenue. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. OK, super, merci Pierre. On a une autre question de Ange, qui, tu parlais de ton TJM à 1 000 € sur la partie consulting. Il demande donc, est-ce que tu as démarré directement, avec ce tarif-là ou est-ce que tu as monté au fur et à mesure? Non, bien sûr que non, mais évidemment que non qu'on commence pas. Mais comme je le disais, moi j'ai commencé, mais gratuitement. C'est-à-dire que ma première, et d'ailleurs je vous recommande d'aller voir, elle a bien plu celle-là, la première newsletter perso que j'ai envoyée qui s'appelle «Dos au mur» où je raconte ça. Où en fait, je suis parti, plusieurs fois à l'étranger bosser dans des incubateurs, en Australie, aux États-Unis et en fait à chaque fois, j'avais pas de thunes. Heu J'étais pas très bien payé et cetera et en fait, bah, toujours dans cette démarche de filer des coups de main. Par exemple, en Australie, j'ai aidé ma coloc qui avait monté un business, à Sydney où elle mettait en relation des voyageurs, des backpackers, avec des personnes qui voulaient, faire le ménage dans leurs appartements à Sydney. Donc elle avait monté ce business-là et elle voulait créer un site internet pour automatiser le truc et cetera et donc moi, le soir, ça m'arrivait de lui filer des coups de main pour essayer de bosser sur la maquette et cetera et j'avais mon voisin à côté qui avait monté un e-commerce de meubles et du coup, je lui filais un coup de main sur Instagram et je les ai aidés pendant peut-être 2 mois, tu vois? Genre, je sais pas, 2-3 soirs par semaine, je m'asseyais, ça me faisait trop kiffer. J'apprenais, je les aidais, je les appréciais, donc c'était assez naturel, tu vois? Et en fait, au bout d'un moment, j'étais vraiment genre ric rac niveau thune et du coup, je leur ai dit, «Bah, OK, ça fait quand même un bout de temps que je vous file un coup de main gratos. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me rémunérer, me donner une petite part du gâteau?» et cetera. Et du coup, ils ont commencé à me payer, je sais pas, 100 $, 200 la semaine, pour que je continue à les aider et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça, c'était, le tout début. Mais après, quand j'ai quitté Google et je me suis lancé, la première mission d'accompagnement qui était quelques heures, c'était 60 € de l'heure. Puis après, je suis passé à 75 € de l'heure, puis 90 € de l'heure, puis 120 € de l'heure. Maintenant, et après, j'ai fait du TJM aussi à 500 € hors taxe, puis 700, puis 850. Et là, aujourd'hui, c'est 1 000 € hors taxe. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure. Et en fait, le TJM, c'est à la fois la confiance en soi, donc péter des putains de barrières mentales. À la fois, bah, c'est bien de péter des barrières mentales, mais il faut quand même être capable de délivrer de la valeur et apporter des résultats. Donc, être bien dans ses pompes sur le fait qu'on va être quand même un minimum rentable pour la boîte. Et donc, avoir quand même un portfolio, de dire voilà ce que j'ai déjà réussi à faire. Et je pense que je suis la bonne personne pour faire ça. Et il y a aussi une cible adaptée. C'est-à-dire que moi, les boîtes de Marketing Flow, il y en a une plein qui se lancent dans la communauté Marketing Flow qui sont très early stage et seraient incapables de payer mon TJM. Et en fait, j'accompagne beaucoup de boîtes qui ont levé des fonds parce que du coup, elles peuvent se le permettre. Donc, ça dépend aussi de la cible à qui on s'adresse. Et donc, c'est un savant mélange de tout ça. Oui, puis c'est complètement quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Au début, quand on se lance, à moins vraiment d'avoir un background, énorme derrière, facturer, 1 000 €, c'est peut-être un peu ambitieux et je connais pas grand monde qui, quand ils se sont lancés, avait ce TJM. Enfin, c'est un peu utopique. Mais par contre, en fait, avec toute l'expertise que tu te construis, les expériences, que ce soit
que ce soit d'aider gratuitement, des gens ou tes premières missions, c'est ça qui vont te permettre aussi à la fois, ben, briser les barrières comme tu dis et puis aussi, avoir cette capacité à délivrer et à montrer à tes clients que, même s'il te paye 1 000 € par jour, il va voir son ROI derrière, assez rapidement parce que, ben, tu seras aussi de ton côté, monté en compétences. Et pour finir, sur ce sujet TJM, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas augmenté mon TJM en me disant en flippant, en envoyant le prix et en me disant: «Putain, ça va pas passer, je suis trop gourmand» et en fait, ça passe et en fait, une fois que ça passe une fois, ça y est, la barrière mentale est cassée, on est en mode: «C'est bon, quoi». Donc clairement, à chaque fois, il y a un petit côté: «J'y vais, mais j'ai peur». Je pense que, ce qui est cool, c'est d'essayer de se mettre des deadlines parce qu'en fait, on a tous un peu la tête dans le guidon et donc le temps passe très vite et donc je pense que c'est cool de se dire soit tous les 6 mois, soit, ça soit à la rentrée de septembre ou à la rentrée de janvier, se dire: «OK, là, il faut que j'augmente». Parce qu'en fait, si on se met pas des marqueurs temps, on a vite, fait, d'être un peu en pilote automatique et alors qu'en fait, c'est important parce que un des meilleurs moyens aussi quand même de travailler entre guillemets «un petit peu moins» pour un revenu qui reste égal, voire qui augmente, c'est d'augmenter son tarif. Ouais, exactement. Et du coup, là, on a beaucoup parlé de tout ce qui est, tarifs, TJ et cetera, un peu moins du côté, équilibre. Moi, je serais bien curieuse de savoir un peu, ben, comment, ton équilibre, perso, ça se matérialise comment dans ton quotidien? Parce que malgré tout, il a l'air hyper rempli, ta semaine a l'air hyper remplie. Ouais. Donc comment toi, ton équilibre perso se matérialise au quotidien bah, quels conseils tu peux donner aussi pour qu'on puisse, quand on est freelance, mettre un peu plus en avant son équilibre perso? Ouais. Alors déjà, moi, du coup, ma semaine, comment est-ce qu'elle est structurée? Le lundi, le mercredi et le jeudi, je travaille sur Marketing Flow. Le mardi et le vendredi, je bosse en freelance ou sur mes projets perso comme la newsletter. Hem, du coup, je fais en sorte de faire attention à mon énergie. Je pense que c'est un des trucs les plus importants et d'ailleurs, du coup, c'est ce que je vais envoyer vendredi, dans ma newsletter à 11 heures sur un peu les étapes que je suis pour me préserver au quotidien puisque, la semaine dernière, je me suis tapé un énorme coup de fatigue. Chose qui m'arrive assez rarement parce que justement je fais attention à ça. Et du coup là, c'est pour ça que cette semaine, à part ce live et l'écriture de ma newsletter, je me suis mis, off pour pouvoir recharger, le vase d'énergie. Mais en fait, bah, du coup, vu que j'ai rédigé la newsletter ce matin pour vous donner un petit peu les étapes, en fait, déjà la première chose pour l'équilibre, c'est que j'essaye de capter les signaux faibles et donc les signaux faibles, c'est, OK, je me sens un peu fatigué et donc ça veut dire quoi? C'est, je bâille, ou, je dors, tu vois? Genre je bâille un peu trop dans la journée et cetera. Je suis un peu plus négatif que d'habitude. Tu sais, c'est un peu ce côté, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va alors qu'en fait, tu as la tête dans le guidon et tout va bien si on prend du recul, mais il y a des fois, il y a rien qui va, dans ta tête donc là, tu es un peu en mode OK et il y a le fait de s'irriter aussi plus facilement, donc en fait, de voir un peu, des obstacles comme des enfin, tu vois, en fait, plutôt de voir un peu tout comme des contraintes, comme des choses, qui viennent un peu, nous saouler. Et attends, je vais retourner sur le truc parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Oui, voilà, ouais, le fait de manquer de patience, pour le «je me sens fatigué», j'avais dit: «Je me bâille», mais c'est, je bâille, mais c'est je peux faire une action en 30 minutes normalement et là, genre, ça me prend 1 heure. Donc en fait, tous ces trucs-là, qui sont très concrets, pour moi, c'est des red flags et le dernier truc, c'était, des tâches habituelles qui se transforment en corvées. C'est-à-dire qu'en gros, des trucs que normalement j'aime bien, machin et tout, en fait, ça devient plus agréable de les faire et je vais pas mal procrastiner. Donc en fait, tous ces éléments-là, pour moi, c'est un peu des red flags et je me dis: «Waouh, OK, donc là, je comprends que, je tire un peu sur la corde et donc il faut que je me priorise et que je me, préserve» et donc moi, globalement, bah, tu vois, j'habite à Biarritz, donc ça m'aide à avoir un rythme de vie assez sain, tu vois, d'être dans la nature, au bord de la mer et cetera et en fait, il y a, genre 7 trucs que je mets en place dans mon quotidien, pour, me préserver et me prioriser, qui sont là, globalement, tout le temps. Mais, encore une fois, on n'est pas des robots et donc, ils sont pas tout le temps là et par contre, quand j'ai ces signaux faibles, là, je les active et donc en gros, à 100 je veux dire et donc là, il y a le fait de faire du sport intense pour évacuer. Donc il y en a, ça va être d'aller, je sais pas, courir, en fait, un truc qui te fait vraiment évacuer. Donc moi, ça va être, de faire du surf, d'aller faire de la rando et cetera, un truc qui te fait «suer» entre guillemets. Le fait de
bien manger, hop là, attends, un petit appel, de bien manger ou moins manger, parce qu'en fait, la bouffe, la digestion, ça te prend une énergie de dingue. Pas d'alcool. Ah bah ça, les verres le soir, ça te dégomme, ton sommeil et après le lendemain forcément petite barre au crâne, pas au top et tout machin. Se coucher à 22 heures pour dormir à 23 heures et donc s'assurer qu'il y a genre 8 heures de sommeil. Lire, reprendre la lecture pour sortir des écrans, parce que les écrans, je pense que ça, avec la dopamine des reels, des TikTok, des YouTube Shorts, et cetera, franchement, ça épuise le cerveau. Et donc, moi, je sais que je kiffe, genre, je lis des mangas, parce que c'est cool et j'ai beaucoup moins de friction. J'aime bien lire des romans ou, je sais pas, des livres plus, je sais pas, dev perso, marketing et tout, mais en fait, les mangas, j'ai zéro friction à l'ouvrir, je lis One Piece. Et en fait, ça me fait que je me détends, tu vois. Il y en a deux autres, c'est marcher pour faire circuler les idées. Je sais que tu vois des jours où j'ai été toute la journée sur mon ordi, j'ai pas bougé. En fait, le soir, je suis forcément un peu en train de ruminer parce qu'en fait, c'est les idées, elles sont dans ton cerveau. Et en gros, juste le fait de marcher, ça permet de faire circuler les idées. Donc, moi, j'ai l'appli Google Fit qui me permet de regarder le nombre de pas. Et j'aime bien essayer, quand je ne suis pas allé faire un sport intense, d'aller faire genre 10 000 pas dans la journée parce que ça me fait grave du bien. Et le dernier point qui est important, c'est dire non pour garder mon énergie. Et en gros, là, c'est vraiment le côté genre, OK, carapace, je dis non à des verres, je dis non à des coachs, je dis non à des opportunités, genre laissez-moi tranquille. Là, il faut que je me préserve, j'ai besoin de reprendre mon énergie. Et donc, en fait, ça, c'est des choses que je fais globalement assez bien dans ma semaine, mais pas toujours à 100%. Bien sûr, je vais boire des verres avec des potes le soir, il y a des soirs où je me couche plus tard, etc. Donc, évidemment, c'est en temps de scie. Mais en tout cas, quand je capte ces signaux faibles-là du début, en fait, j'essaye de beaucoup mieux les faire parce que je sais que c'est important. Et du coup, là, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que du coup, j'ai activé toutes ces choses-là. Et en fait, malgré ça, en fait, genre, bah, je me levais le matin et en fait, genre, je sais pas, lundi à 16 heures, j'étais crevé. Et le lendemain, à 14 heures, j'étais crevé. Et en fait, plus ça allait, plus je me rendais compte, je me disais, OK, bon, vas-y, je vais marcher ce soir, je vais me coucher plus tôt, machin et tout. J'arrivais pas à reprendre, à re-remplir mon vase d'énergie. Je le remplissais, mais à 60%, puis à 50%. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ouais, OK, là, c'est simple, j'arrive plus à. Et je pense que c'est simplement des, euh, des événements perso qui se sont passés dans ma vie, parce on a beau parler pro, mais en fait, le pro-perso, la limite, il n'y en a pas. Tout impacte tout. J'ai des événements compliqués au niveau perso au mois de septembre que j'ai pas eu le temps, avec le rush de plein de choses, de traiter émotionnellement. Et je me suis pris un contre-coup dans la gueule là, la semaine dernière, de genre, OK, genre là, du coup, on va tout mettre. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai appelé mon associé Mégane. Je lui ai dit, écoute, Mégane, je suis KO. Je suis KO, j'arrive pas à remplir mon vase d'énergie, donc je vais prendre la semaine quelques jours off. L'idée, c'est de remplir le vase, re-remplir le vase. Et du coup, elle était trop cool en mode, bien sûr, je comprends, t'inquiète, je gère tes sujets, etc. Et donc là, l'idée, c'est de faire ça pour se préserver et, tu vois, revenir lundi prochain en forme, avec l'envie de taper dedans et de ne pas être en mode putain, le taf, c'est une corvée, je suis fatigué, machin et tout. Donc moi, c'est un petit peu ça, tu vois, mon processus pour assurer que de maintenir bien mon énergie et de se rappeler encore que c'est une fois que c'est un marathon, c'est pas un sprint, que quand on est indépendant, bah, en fait, on n'est pas des robots, donc évidemment que ça va arriver, mais c'est quand même notre devoir de créer les conditions pour que ça se passe bien. Faut faire attention à ne pas être son propre bourreau, son propre mauvais manager qui te fait être beaucoup trop productif et qui ne te laisse jamais te reposer. Donc, je pense que c'est des choses importantes à conscientiser. Ouais, mais c'est hyper important et puis aussi, je pense que c'est un travail à faire sur soi d'apprendre à reconnaître, quels sont nos propres signaux. Qu'est-ce qui fait que moi je suis fatiguée? Là, tu parles de ton expérience perso, ça peut être différent pour chacun, mais rien que de commencer à avoir cette réflexion et de pouvoir identifier ses propres signaux, ses propres red flags et identifier ce qui nous fait plaisir. Ange rigole en disant, «Rien de mieux qu'une partie Mmh, de League of Legends pour se détendre». En fait, je pense que chacun a son truc pour se détendre. C'est important carrément. de connaître ça. C'est pas forcément la rando, c'est pas forcément les jeux vidéo, mais c'est hyper important déjà de reconnaître ces signaux, de les accepter et puis de faire en sorte comme toi tu as fait, de dire: «Bon, bah, je prends une semaine off». Donc ça nécessite de bien communiquer, j'imagine, que ce soit avec ton associé ou avec tes clients. Mais Ouais. une fois que tu as déjà construit ta relation avec tes clients, bah, tout le monde peut, comprendre que, tu as besoin de te reposer et on est tous humains et donc il faut pas aussi avoir cette peur de se dire, «Bon, je dois être performant pour mon client parce que, bah, il me paye pour ça».
Non, le client, il est aussi humain et lui aussi, il prend des vacances, donc il faut pas hésiter, quoi. Clairement et tu vois, moi je sais que, je pense que je me souviens, ça devait être en avril ou mai, j'avais eu des échanges sur Slack avec un client, qui était un peu sport, tu vois? Pas très sain et cetera, parce qu'on n'était pas d'accord, mais du coup, c'est un peu monté dans les tours et en fait, quand on s'est fait un call après et bah, j'ai commencé le call juste par donner un peu de contexte sur ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, où en fait, il y avait des trucs sport et du coup, ce qui fait que j'étais fatigué et en gros, bah, c'était pas évident émotionnellement et mentalement et en fait, on en a discuté pendant un quart d'heure et en fait, bah, la personne a tout de suite compris et en fait, ça a tout changé en termes de relations et de faire en sorte, tu vois, de se soutenir et d'être là les uns pour les autres et en fait, je pense que c'est important. On est tous, des êtres humains et il faut éviter aussi d'être trop en mode carapace. Il faut se dire les choses et être vulnérable, en fait, c'est juste la base, pour, créer des bonnes relations, quoi. Oui, c'est ça, un minimum de transparence aussi et ça finalement, ça te permet de créer du lien, avec les personnes avec lesquelles tu travailles et pas, uniquement, des liens, transactionnels, quoi, donc c'est hyper intéressant. On a Exactement. des questions de Ange, qui sont sur cette thématique et d'autres Ouais. questions qui sont sur d'autres thématiques, donc je vais juste prendre celle de Ange en premier, puis après on basculera, sur la question d'Alice. Donc Ange, demande, comment tu fais pour te déconnecter, quand tu dois relâcher comme ça? Dans le sens où, est-ce que, ben, tu gardes pas dans un coin de ta tête tout ce que tu as mis en pause, pour prendre cette semaine off? Bah, en gros, moi, tu sais, genre, je sais pas, sur mon Notion, j'ai ma to do, quoi. Donc quand c'est écrit, je peux pas l'oublier, donc c'est à l'écrit et après, bah, encore une fois, ça dépend de chaque personne, mais tu vois, si je devais dire, tu vois, enfin, depuis vendredi, là, j'ai passé un week-end avec, des amis, on allait faire, une grosse rando, après on allait mater une compétition de surf. Hier, je suis allé marcher solo, pendant, je sais pas, 2h30. Après, je suis allé chez l'ostéo, parce que c'est pareil, l'ostéo, c'est trop cool. Ça te permet, d'aller, débloquer un peu tout ce qui était dans ton dos en termes de stress et tout, donc ça permet de prendre soin de soi. Ce matin, j'ai rédigé ma newsletter dans un petit café, je me suis pris un petit déj tranquille, j'étais posé. Là, on a cet échange qui est très sympa et qui est pas, tu vois, focus business, machin et tout. Je vais, tu vois, bouquiner, j'ai un déménagement à faire demain et je me dis: «C'est trop cool» puisque ça va être hors des réseaux sociaux, hors des écrans et c'est pour un appartement sympa et du coup, ça me fait trop kiffer donc essayer de sortir des écrans, prendre du temps pour moi, et en fait, se dire, le plus important, c'est de revenir en forme parce que, bah, quand tu es en forme, bah, tu peux faire des choses en 30 minutes que quand tu es pas en forme, tu pourrais faire en 2 heures et donc en fait, c'est totalement contre-productif, de faire du présentéisme quand on est, surtout indépendant et qu'on a le choix de ne pas le faire. Ouais, exactement. Enfin, je pense qu'aussi c'est, une des motivations, 1 quand on est freelance, c'est aussi d'avoir cette liberté-là. Donc il faut savoir se l'accorder, et comme tu disais tout à l'heure, pas être son manager toxique, son propre manager toxique, ce serait vraiment dommage, de s'infliger ça à soi. Carrément. Alors je regarde les questions qui restent, on a un tout petit peu dépassé, on va traiter les dernières questions et puis après bon ce si je vais pas non plus te prendre, plus de temps que de raison. Pierre, tu dois te reposer donc on va finir avec les dernières questions. Ange, posait une question tout à l'heure, les clients qui proposent des commissions sur les ventes, est-ce que c'est vraiment rentable? Donc c'est une question, encore pratique. Franchement, aucune idée, parce que je l'ai pas trop fait. Moi, enfin, je l'ai fait, quand j'étais gros newbie, il y a plus de 10 ans et que j'avais un petit pourcentage sur les ventes et que ça m'allait bien parce que ça me permettait de payer le loyer, tu vois? Mais généralement, je pense que c'est quand même plutôt cool, je suppose, un peu comme un sales, hein, d'avoir un fixe et après d'avoir, potentiellement des commissions si c'est intéressant et après ça peut être aussi des phases de test, je suppose, pendant 1 mois, 2 mois, voir si c'est intéressant ou pas. Ça dépend tellement des business, ça dépend tellement du pourcentage, ça dépend tellement de la capacité à aller chercher les chiffres et cetera, franchement, je j'ai pas vraiment de conseils, sur ce sujet, désolé. Et puis globalement, je pense que tu peux pas non plus avoir que ça. Enfin, je pense que ça peut être, tu peux tester en complément, mais uniquement avoir ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de payer le loyer à la fin du mois, quoi. On a une question d'Alice qui demande donc, en une journée, est-ce que tu as le temps de mettre en place des actions concrètes ou est-ce que tu es plus sur des audits recommandations? Donc elle a peur en fait que le format d'1 jour par semaine soit pas suffisant pour apporter de la valeur. Et bah, je sais pas, ça dépend de ta capacité d'exécution. Ça dépend de chaque personne. Après les formats, moi je sais que,
J'ai l'impression d'avoir le temps de mettre beaucoup de choses en place en une journée et je trouve ça même assez long. Moi, généralement, je commence, si tu veux, par, une phase, un kick-off un peu en mode audit où la personne, elle me raconte, où est-ce qu'elle en est, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, les actions marketing, le chiffre d'affaires, les objectifs, sa cible, son persona et tout. Ensuite, j'enchaîne avec, une phase de découverte, parce que moi, j'aime pas mettre en place des actions marketing et une stratégie si je connais pas bien, les clients de ma cible. Donc là, tu vois, si je prends mes 2 derniers clients, Goodsteps et Tizu. Goodsteps, il s'adresse aux consultants RSE. Tizu, il s'adresse aux aménageurs, aux architectes qui vont placer leurs meubles Psyclé. Donc moi, je ne connais ni l'un ni l'autre. C'est pas du tout des personnes que je connais. Donc j'ai appelé, je sais pas, entre 5 et 6 personnes de chaque cible. J'ai passé entre 30 minutes et 1 heure au téléphone avec chaque personne. C'est les CEO qui m'ont mis en relation. Et ça m'a permis de poser plein de questions, de comprendre le marché, de comprendre qui ils sont, leurs problématiques, leurs envies, leurs souhaits, etc. Pour pouvoir après dérouler toute la strat. On crée une landing page, on va mettre en place une stratégie de contenu, une stratégie outbound, etc. Et en fait, bah, j'avance au fur et à mesure, une journée, pour mettre en place des choses. Et ça fonctionne bien jusqu'à présent. Mais après, encore une fois, ça dépend, je pense, du stade de maturité de la boîte et tout. Là, si je prends ces deux boîtes que j'accompagne en ce moment, ils n'ont personne en marketing. Donc, il n'y a que moi qui fais des actions marketing avec le CEO qui fait aussi des actions marketing. Ça m'est déjà arrivé de bosser un jour par semaine avec BIM Energy pendant 1 an et demi où ils avaient un junior en marketing. Donc là aussi, je pouvais le former, il mettait en place des choses, je mettais en place des choses. Donc ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de la maturité de la boîte, de ce que toi, tu as envie de proposer, etc., quoi. OK, bah, super, merci, pour ton retour, Pierre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir, conclure. Je regarde dans le chat, il y a Ange qui te dit que tu as un défilement horizontal anormal sur le site Marketing Flow. Je copie-colle Donc la c'est reco, Ange. Tu régales, merci. Je vais envoyer ça à Megan. merci, Megan, elle va merci me Ange. défoncer, hein. Si elle voit que j'envoie un truc comme ça, elle va croire que je bosse. Elle va me défoncer. Donc, je ne vais pas lui envoyer aujourd'hui. Je l'enverrai lundi. Bon, merci Ange en tout cas pour le petit tips. Merci à tous, pour votre participation, vos interactions et vos questions et puis, bah, surtout merci Pierre, pour ton partage d'expérience. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu encore continuer, très longtemps parce que tu as beaucoup de choses, à nous raconter, mais on va te laisser, te reposer un petit peu, et recharger les batteries. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, Constance. Merci à tous pour vos questions. C'était trop cool. Et puis, bah, prenez soin de vous. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.